Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Chaque mercredi matin, écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Je m'appelle Evelyne Danglo, je suis professeure de français langues étrangères, mais aussi passionnée par le fonctionnement de l'humain, un brin idéaliste et rêveuse. Je suis convaincue que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons transcender toutes nos croyances limitantes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes sur Terre. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, vous abonner à la newsletter sur le lien Linktrambio via le compte Instagram ou Facebook, nous suivre sur les réseaux mais aussi faire un don ou commander un Zafou ou Bolster de la marque Consciousness, fabrication française et produits de grande qualité assurés. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très contente d'être aux côtés de Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour Evelyne, très constant aussi d'être aux côtés de ta communauté. Eh bien, on est ravis aussi de parler aujourd'hui. Donc, bien sûr, on va prendre pour appui donc votre ouvrage que je montre à la caméra, donc intitulé « Le grand livre de l'astrologie à la découverte de votre thème astral » présenté aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Alors, c'est vrai que je peux même l'afficher à la caméra, c'est encore plus simple, la technologie d'aujourd'hui. Donc, je veux aussi vous présenter, bien sûr, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes connu pour votre manière de revisiter l'astrologie. Vous donnez également des consultations, des conférences et vous formez aussi des astrologues un peu partout. En francophonie, oui. En francophonie. Oui, je forme beaucoup en visio, mais j'ai des gens qui viennent d'un peu partout. Et puis après, qui se dispersent un peu partout. J'aimerais bien aussi vous introduire comme plutôt un chercheur en astrologie. C'est vraiment ça qui vous anime. On sent que c'est approfondi, enfin, vraiment pour les personnes qui souhaitent en connaître davantage. Alors moi, j'aurais souhaité savoir, Tristan, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a amené à écrire cet ouvrage? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du cheminement, justement? Oui. En fait, ce livre, à la base, il est parti de mon manuel de première année, quand j'enseigne, et dans lequel j'ai structuré la manière dont j'aborde et j'approche l'astrologie, avec des outils qui sont à la fois des outils qui peuvent être issus d'une forme un peu traditionnelle ou assez traditionnelle, et d'autres qui sont plus, en effet, issus de recherches personnelles. Donc, quand on parle de recherche, pour moi, en astrologie, le point qui est important, c'est que ma recherche, elle n'est pas scientifique au sens de certains astrologues qui ont une démarche de recherche scientifique par la statistique, notamment. C'est essentiellement par rapport à ça qu'on fait de la recherche en astrologie. Mais ma recherche, c'est plutôt une recherche de praticien qui, de manière empirique, observe ce qui se passe et puis formule des théories et ensuite essaye de les vérifier par l'expérience. Mais ce ne sont pas des recherches fondées sur des études statistiques avec des protocoles travaillés à l'avance, que l'on peut répéter de manière sûre, etc. Ce que j'aimerais bien faire un jour, mais je pense que ce n'est pas mon boulot, ce sera peut-être... J'aimerais bien participer ou aider à construire des outils de recherche en astrologie, mais je suis pas statisticien. Donc, c'est juste bien mettre ça en perspective. D'accord. Le côté chercheur chez moi, c'est un côté praticien-chercheur qui, de manière empirique, remarque des choses, essaie de les construire dans des hypothèses et de les vérifier par l'expérience. D'accord. Merci pour ces précisions. C'est important. Oui, parce que, surtout en astro, quand on parle de recherche, ça peut faire dresser les poils à certains. Donc, D'accord. Je voulais aussi, c'est vrai que je me posais la question de ce qu'était l'astrologie, mais je voulais citer un passage en fait que vous avez écrit, et puis ensuite vous allez nous répondre. Dans ce passage, il est écrit: la connaissance de soi est une clé essentielle de l'apprentissage de l'astrologie, de son intimité, des ressorts de la structure énergétique qui soutient la manifestation de notre existence. oui.
Et vous voulez que je commente la phrase? Je veux bien, oui, s'il vous plaît. Bon, le premier point, c'est de parler de la connaissance de soi comme point de départ. L'astrologie, c'est un domaine, une science ou une connaissance qu'on peut aborder de différentes manières. Une manière peut être simplement de traiter son influence en termes d'événements dans la vie des gens, qui amène à construire en fait des formes d'astrologie prédictive assez sèches, qui peuvent déterminer des événements inéluctables dans la matière. Pour moi, elle est assez illusoire. En tout cas, une détermination d'événements précis dans la forme, dans le temps, etc. Pour moi, ça, c'est assez illusoire. En revanche, on vit des moments et on est construit d'une certaine manière par rapport à la manière dont les influences astrales se sont engrammées en nous, qui vont déterminer la manière dont on se comporte, dont on est, nos influences, ce qui nous attire, ce qu'on repousse, et puis des structures aussi de vie et de comportement qui sont plus précises. Et en fait, comme l'astrologie se transmet beaucoup par la parole, c'est pas un soin énergétique, on n'est pas silencieux, on transmet les choses par la parole. Si on n'est pas dans une écoute de soi profonde, on peut s'arrêter à la barrière du mental qui va avoir envie ou pas de se reconnaître dans ce qu'on va dire. Donc c'est un jeu très utile parce que d'un côté, le mental peut très bien euh, essayer de se reconnaître dans des choses qui sont fausses, après réfuter des choses qui sont vraies, qui seraient vraies, je vais mettre le vrai entre parenthèses. Et donc, pour pouvoir travailler l'astro, le point de départ pour moi, c'est de décider ou de choisir de se connaître soi-même, d'entrer dans une introspection la plus honnête possible pour savoir si ce qu'on me dit dans tel ou tel manuel, est-ce que ça résonne en moi ou alors est-ce que ça résonne pas en fait. Tant qu'on n'a pas cette connexion à une forme de résonance, l'apprentissage, il est superficiel, il est intellectuel. Et donc, on accumule des connaissances, des rapports entre ci et ça, mais ça n'entre pas en profondeur. Donc, ce travail de commencer par soi-même et par décider de rentrer dans une aventure de connaissance de soi, c'est indispensable pour pouvoir aller petit à petit vers ce moment de connexion où l'information résonne en soi et donc on peut, à partir de là, en fait, c'est la seule véritable vérification personnelle qu'on puisse avoir. C'est ce qui est dit là, oui, réellement, si je m'interroge très profondément, ça parle de moi. Je veux dire, Oui. c'est un ressenti, c'est une identification d'une construction personnelle qui est une structure énergétique, psychologique, émotionnelle, euh, qui ne peut être vraiment fait qu'un travail d'introspection. Très Donc, intéressant. Et puis, pardon, excusez-moi. excusez-moi. Non, non, puis je voulais juste ajouter parce que c'est intéressant aussi enfin, pour votre cheminement personnel, de souligner qu'en fait, c'est un travail de plusieurs années. Par vous-même, vous avez pu explorer et puis voir vraiment en quoi c'était essentiel depuis plus de 25 ans, il me semble. Oui, j'ai commencé l'astro en fait comme c'est quelque chose que je dis souvent, comme certains psys commencent la psychanalyse par une psychanalyse ou une auto-analyse en astro, qui a duré 6 ans et demi, 7 ans à peu près, où j'ai fait que consulter, je ne consultais pas. J'apprenais l'astrologie, mais surtout, je travaillais beaucoup sur la connaissance de moi à travers l'outil astrologique. C'est ce travail en profondeur qui, petit à petit, a structuré, intégré de la connaissance que je suis allé après compléter avec des informations extérieures et puis essayer de vérifier progressivement. D'accord. Alors moi, il y avait aussi quelque chose qui était un peu plus, on va dire, spécifique, mais en fait, vous expliquez aussi que tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Mm. Donc, moi, j'avais une question de ce fait-là.
en fait, l'astrologie peut nous aider justement à conscientiser les choses et justement à transformer notre destinée de manière consciente. Je sais pas si c'est clair? Oui, oui, c'est clair. La phrase, elle est pas de moi, elle a été formulée par différentes personnes, de différentes manières. Je crois que celle-là, c'est la formulation de Jung, qui est un grand psychanalyste, qui a Mmh. utilisé l'astro et qui en même temps a intégré une notion symbolique très Oui, forte dans la oui. définition des archétypes. Et cette phrase-là est de Jung, je crois. Mmh mh. Qu'est-ce que ça veut dire que ce qu'on n'intègre pas par la conscience revient sous forme de destin? En fait, si vous prenez la constitution d'un être humain dans sa profondeur, dans sa constitution profonde, il a une conscience qui va fonctionner sur différents plans. Sur un D'accord. purement, mental, tout à l'heure je parlais, mais on peut aussi développer une conscience de soi sur un plan spirituel, plus Mmh éthéré. mh. Et puis, on peut aussi ne pas développer forcément une forme de conscience, même pas dans la réflexion, ni même dans la spiritualité, et vivre sa vie un petit peu de manière, un peu plus automatique, en fonctionnant par rapport à ses appétits, animaux, ses besoins, physiologiques et autres, avec quelque chose qui est un peu plus grégaire comme approche. Et puis, en fonction de nos âges et de la vie, on Mmh. apprend petit à petit à affiner le niveau de conscience avec lequel on aborde sa vie. Mais en fait, la structure énergétique du thème astral, elle va fonctionner quel que soit notre niveau de conscience. Mmh. D'accord. Mais plus, on est, dans une dynamique où le niveau de conscience, se rapproche d'une construction instinctive animale qui ne prend pas conscience de soi ou peu, Mmh mh. les événements vont arriver brutalement dans la matière. Pour Mmh. nous réveiller ou pour nous faire prendre conscience justement que sur tel ou tel point dans notre vie, on a une prise de conscience à faire. Et Mmh. cette conscience, elle n'est pas faite mentalement et elle n'est pas faite après spirituellement ou de manière plus profonde, plus énergétique, plus sensible. Des événements vont nous amener à en prendre conscience en nous choquant, en nous perturbant. Et donc c'est ça le sens de ce qu'on appelle le destin dans la phrase, ce qui ne va Mmh mh. vient pas, la conscience revient sous forme de destin. Ce qu'on appelle le destin, c'est l'événement qui paraît fortuit, mais qui est en fait une réaction de sa propre structure par rapport au monde, des propres évolutions qu'on a à faire, dont on n'a pas pris conscience et qui nous viennent par des événements de la vie qui peuvent être assez durs, en fait. Mmh. Ouais. Par exemple, des accidents, enfin, ça peut vraiment être des événements, traumatiques. Sans aller jusqu'à l'accident, simplement, je sais pas, une perte d'emploi, une rupture avec quelqu'un, Mmh des choses qu'on n'avait pas anticipées comme étant des évolutions à faire. Par exemple, une rupture mh. d'emploi, ça peut correspondre à une évolution nécessaire, de devoir quitter quelque chose, Mmh mh. de devoir se reposer un moment de sa vie, pour évoluer et après aller vers autre chose. Mmh. Ces éléments-là, en fait, on peut les vivre en se demandant pourquoi ça nous arrive. Oui. Et on peut aussi, dans une forme de conscience plus aiguisée, se rendre compte qu'on n'est plus à sa place, Mmh mh. qu'on fait ne nous correspond plus, qu'on est en train de perdre une forme d'intégrité à continuer de faire quelque chose et se préparer en fait à ce qui arrive. Peut-être que l'événement va arriver de la même manière, mais on sera content de l'accueillir au lieu de se dire: «Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça?» Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Totalement. Oui, oui. OK. Mmh. C'est intéressant aussi. Alors, je voulais, vous demander, de nous expliquer, en fait, que représente justement le thème astral. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors le thème astral, pour moi, après c'est une approche, qui est une approche à partir de laquelle je pars, qui est mon hypothèse. C'est, une structure énergétique qui va décrire comme un ADN de la personne sur un plan énergétique, donc non visible, quelque chose qui est imprimé, peut-être la structure de l'aura pour les gens qui pensent à ce genre de structures énergétiques qui sont dans l'invisible et qui en fait va construire la manière dont nous allons accueillir ou vivre certaines formes d'expériences dans notre vie, ce qu'on va attirer ou ce qu'on va repousser dans notre Mmh. existence. C'est un code de base, mais il n'est pas figé en fait, c'est comme l'épigénétique. L'épigénétique,
en fait, elle a amené à la génétique l'idée que par le comportement, on peut activer ou désactiver certains gènes, donc certaines maladies, par exemple. Mmh. En fait, la construction astrologique qui va définir une certaine construction de la personne sur son plan psychique, et puis sur aussi les événements de la vie qui l'attirent avec ce plan psychique. De la même manière, en fait, on peut activer ou désactiver certaines choses. Toujours avec cette idée de ce que je vais faire monter à la conscience, je ne serai pas obligé de le vivre sous forme de destin. Si Mmh. de moi-même je décide d'accepter une certaine restriction dans ma vie parce qu'il y a un espace où il faut que je me discipline, la vie ne va pas me forcer à une discipline de manière brutale. Donc en fait, c'est le thème de naissance, il montre au moment de la naissance quelle est l'empreinte énergétique, qui est une Mmh. empreinte que l'on emprunte au système solaire. C'est un emprunt. Hop, on est à un endroit, où il se passe telle énergie, on emprunte cet endroit pour venir le vivre et l'incarner comme une expérience spécifique dans laquelle on va évoluer. Mmh. D'accord. Oui, c'était intéressant aussi. Hem, Est-ce que donc c'était les variations des champs d'énergie électromagnétiques aussi? C'est moi l'hypothèse que je fais et qui est pas nouvelle. Il y a un astrologue du début du XXe siècle, fin du XIXe, qui s'appelait Paul Chouinard. C'est un polytechnicien qui a étudié l'astrologie et qui avait aussi cette conscience que euh, le- le- euh, l'astrologie pouvait représenter une forme d'énergie électromagnétique. Il avait déjà formulé ça au début du XXe siècle. Il n'y a pas longtemps, je me suis plongé plus loin dans l'histoire en préparant une conférence. Et en fait, je me D'accord. suis rendu compte que cette conscience-là Mmh. est déjà inscrite chez les Grecs. Alors, euh, c'est pas Aristote, c'est pas Platon, je me souviens plus du nom de cette école, qui donc avait déjà pensé que la matière, c'est pas les astres qui faisaient bouger la matière, mais que l'énergie des astres faisait bouger l'énergie qui faisait bouger la matière. Ça a déjà été formulé dans la Grèce antique. Pas du tout quelque chose de récent, comme D'accord. mais moi, c'est quelque chose qui est venu naturellement. C'est comme ça que j'ai perçu l'astrologie, comme une forme d'énergie qui agissait sur la matière, en fait. D'accord. Mmh. Merci pour ces, explications. Ça nous aide déjà. Moi, je voulais aussi revenir, alors tout à l'heure, je vous avais montré aussi en off, justement, une image et j'avais une question. Hop, un instant, j'essaye de l'afficher en même temps. Voilà. Alors, je sais que vous évoquez aussi donc les maisons. C'est quelque chose que vous avez créé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, cette image des maisons, je l'ai créée, en fait. Les maisons, c'est un concept astrologique qui est très ancien, qui est antique aussi, hein, qui date de l'Antiquité. Et ça, en effet, c'est une des manières dont j'enseigne la connaissance des maisons. Les maisons, en astrologie, représentent des champs d'expérience de la vie. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que chaque maison allait représenter une étape de la vie, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et c'est ce que j'ai représenté dans ce schéma, en fait. Donc, il y a des moments symboliques où on va incarner cette expérience pleinement. Et tant qu'on n'a pas incarné cette expérience pleinement parce qu'on n'a pas atteint l'âge symbolique, on va la vivre, mais d'une manière qui peut être dérivée, par exemple par l'intermédiaire d'un personnage de notre vie, ou d'une manière incomplète et pas pleinement consciente. Et donc, ces 12 maisons du thème de naissance Oui. représentent 12 étapes essentielles de la vie. La petite spirale logarithmique que j'ai mis, la spirale du nombre d'or, ce qu'elle exprime, c'est le temps qui s'allonge, c'est-à-dire que les premières expériences sont vécues dans un temps très court et D'accord. on avance dans la vie, plus ce temps s'allonge. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est forcément répercuté d'une manière
systématique dans notre société contemporaine. Ça marche très bien dans les premières expériences de la vie, où la première, c'est la naissance, c'est un instant, c'est extrêmement court. Et la deuxième expérience fondamentale, c'est le fait que le bébé se nourrisse. Donc là, la stabilisation de l'énergie de la sustentation chez le petit, ça peut prendre quelques semaines. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est le bébé qui va apprendre, le nourrisson, qui va apprendre à communiquer, à échanger par la parole et par la mobilité. Là, on est plus sur quelques années. Et comme ça, le temps, petit à petit, s'allonge. Donc, quand on passe ces expériences, on ancre en nous profondément cette construction de comment on va vivre ces expériences tout au long de notre vie. D'accord. Mmh. Et donc, je sais que aussi lorsque vous expliquez un peu, les différents, signes, vous en parlez, hein, bien sûr, de ces maisons. À chaque signe, en tout cas, se réfère une maison en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Alors, juste, je reprends votre phrase quand vous dites à chaque signe se réfère une maison en Oui. particulier. Ça, c'est une approche très astro-traditionnelle où on va associer le bélier à la première maison, le taureau à la deuxième, etc. Parce que le bélier, c'est le premier signe, le taureau, c'est le deuxième. Puis, par exemple, la troisième, on va associer la maison 3 au Gémeaux, parce que c'est le troisième signe du Mmh. zodiaque. Alors moi, j'ai pas cette approche et je la mets de côté. Je la réfute pas, c'est pas le sujet, c'est que je la mets de côté parce qu'elle crée des confusions analogiques. En revanche, il est très intéressant et dans le livre, en fait, il a été associé à une page internet où je donne des petites explications complémentaires, de comprendre comment le processus énergétique d'un signe va se comporter dans une maison. Mmh. Par exemple, comment est-ce que, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure en off aussi, comment Oui. par exemple le cancer, chez une personne quand il se trouve à l'ascendant, l'ascendant c'est la maison de la personnalité, ben, comment ce cancer va se comporter chez la personne. Ouais, le Mmh. cancer à l'ascendant va apporter à la personnalité un côté intuitif, spontané, quelquefois un peu enfantin. Mmh. En face de la maison 1, qui représente la personnalité, si on a le cancer en maison 1, on va avoir le Capricorne en maison 7. C'est D'accord. c'est l'opposé. Et la maison 7 représente l'énergie de l'expérience plutôt, des associations avec les autres, des partenariats de vie. Et le Capricorne en 7, lui, il va montrer que bah, la relation à l'autre va nous obliger à devenir matures, à grandir, à, à- à accepter des contraintes qu'on n'aurait pas acceptées spontanément. Donc en Mmh. fait, ce qui est intéressant, c'est d'associer ces maisons, de comprendre l'association qui peut être faite avec un signe, pour juste avec ce couple, les maisons et les signes, avoir une compréhension de notre structure globale. Même avant d'aller plonger dans les astres, cette structure-là, ces deux roues dans lesquelles l'une glisse sur l'autre, en fait, Mmh. va construire une structure élémentaire qui est essentielle pour comprendre comment on est. Donc maintenant on comprend plus, c'est comme une influence? Oui, c'est une forme on pourrait dire, de modélisation de nos Mmh. champs d'expérience. On va vivre nos champs d'expérience suivant une certaine forme, un certain processus, et en fait, il est différent pour chacun. D'accord. Enfin, on va dire, il y a pas 10 000 modèles, hein, puisqu'il y a 12 signes, 12 maisons, ça fait pas milliers de modèles. Ça fait 144 modèles de base, plus des variations qu'on peut multiplier. Mais déjà, ça donne une structure élémentaire de la personne, qui Mmh. est très, très intéressante en astrologie, qui est très basique, en fait. On n'a pas encore mis des choses très complexes, les astres, le chimie, les aspects. On a fait quelque chose d'assez simple, mais c'est déjà quelque chose de très riche, en fait. C'est Mmh. un ensemble déjà très riche. Alors je voulais aussi revenir, hem, donc là on a parlé aussi du signe astral. Donc ce que j'avais noté aussi, c'était, de ce que j'avais compris moi en tout cas, donc c'était le signe du zodiaque.
dans lequel était projeté le soleil au moment de la naissance. C'est bien ça? Le soleil, au moment de la naissance, se trouve dans un signe du zodiaque et c'est ce qu'on appelle Mmh. notre signe solaire, notre signe de naissance. Mmh. D'accord. Quand on est, du verbe naître, Oui. on est à un moment de l'année où le soleil, vu depuis la Terre, Mmh. traverse un signe du zodiaque. Et on D'accord. va dire que, par exemple, on est Poisson, Oui. puis, fin février ou dans la première vingtaine de mars, on est dans cette période parce que dans cette période-là, depuis la Terre, qui est l'endroit où on est, le soleil se trouve dans Mmh. le signe des Poissons. D'accord. C'est ce qu'on appelle le signe de naissance. Quand on dit à quelqu'un: «Tu es de quel signe?» Ben, en fait, c'est dans quel signe se trouvait le soleil vu depuis la Terre au moment de la naissance. Mmh. D'accord, c'est plus clair. Moi, je voulais aussi, vous demander, peut-être est-ce qu'on pourrait prendre, un exemple? Alors, je ne sais pas si, on peut, durant cette interview, cet échange, peut-être décrire quelques signes ou peut-être, expliquer des mises en situation ou des choses que vous avez, pu constater. Est-ce que vous pourriez nous partager, des choses? Il y en a, des millions. Alors, peut-être une ou 2 qui vous ont marqué ou c'est toujours Hem, intéressant, je trouve, d'avoir des illustrations ou des exemples. on peut essayer de préciser des choses. Hem, c'est en fait, il y a tellement de possibilités que je Oui, saurais je me doute. pas comment. Est-ce que vous auriez, vous, une question, précise ou même un sujet, de la vie, que n'importe lequel et puis je vais vous dire, par exemple, où est-ce qu'on pourrait aller étudier ça dans le thème de naissance? Donc par exemple, un sujet de la vie, ça pourrait être, des limites, sur le plan professionnel ou admettons, un licenciement inattendu ou ce genre d'exemple? OK, je vais prendre les 2 mots que vous avez dit. Mmh mh. Des limites sur le plan professionnel et un licenciement inattendu, d'accord? Heu, les 2 peuvent faire référence à des constructions, différentes en astrologie. La D'accord. notion de limite, elle va souvent être apportée, c'est pas cet astre ne se résume pas à ça, mais il apporte souvent cette notion de limite ou de frustration ou de blocage, par exemple à l'énergie de Saturne. Donc quelqu'un qui ressentirait des formes de limite, de frustration, de blocage ou d'autorité qu'il a du mal à dépasser sur le plan professionnel, ça peut être lié à une position de Saturne qui va se retrouver dans une maison qui est liée à la vie professionnelle. Par exemple, la maison 6 qui est, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais, comment j'emploie mon temps, ou la maison 10 qui est, quelle est la place que je prends dans la société, quels sont, les titres auxquels je peux prétendre, les postes ou les situations auxquelles je peux prétendre. Donc Saturne dans ces 2 maisons, il y a la maison 2 aussi qui représente l'argent, dans lequel on Mmh. pourrait trouver ça, pourrait, indiquer chez quelqu'un que sur le plan professionnel, il y a un frein, une limite, quelque chose à dépasser, pour pouvoir, se sentir bien. OK? Mmh mh. Ça peut être des choses qui peuvent être inscrites dans le thème de naissance, si c'est quelque chose de récurrent, qui prend du temps à se résoudre et cetera. Mmh. Maintenant, si c'est quelque chose qui arrive pendant 2 ans, 3 ans, tout d'un coup, je ne comprends pas pourquoi on me reconnaît pas comme j'étais avant. Avant, c'était facile, tout le monde était d'accord pour que je sois à ce poste et puis tout d'un coup, ça bloque. Oui. Heu, ça peut être le passage de Saturne dans sa vie, à un moment donné, dans ces maisons-là, qui Mmh. représentent, par exemple, la maison 10, le titre, la carrière et cetera. Tout d'un coup, pendant quelques années, je comprends pas pourquoi, mais je suis limité, on me met des bâtons dans les roues, je peux plus accéder à la responsabilité que j'avais avant, on me reconnaît pas. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ma maison 10 à ce moment-là? Ça aussi, cette notion de limite, frustration peut être liée à Saturne. Mmh mh. Après, vous avez OK, ça va? Donc Oui, voilà, oui, oui. c'est des formes, hein, mais il faut vraiment les prendre comme on illustre des choses et non pas, c'est absolu et c'est Oui. certain. Parce qu'il peut se passer plein, plein, plein d'autres choses à côté qui Mmh. font qu'en fait, la situation serait beaucoup plus subtile et devrait être étudiée dans sa complexité plutôt que simplement réduite à une possibilité.
Mhm. Mais ce qui m'amusait dans votre exemple, c'est que vous avez donné des mots et que ces mots se réfèrent à des choses sur lesquelles on peut se poser la question. Voilà. Si quelqu'un vient me voir en consultation et commence à me parler de limites sur le plan professionnel, je vais regarder cette maison, je vais regarder ce qui s'y passe et je vais regarder comment elles sont construites. Puis on va fouiller, on va discuter, on va essayer de bien comprendre ce qui est perçu comme étant des limites et peut-être qu'on ira chercher ailleurs aussi. Mais je partirai comme ça. L'autre élément, vous avez dit quelque chose de soudain qui arrive sur le plan professionnel. Ben là, cette notion de soudaineté, de rapidité, d'un événement qui peut être fort, fait plus référence à l'énergie de Saturne, mais plutôt à l'énergie d'Uranus. C'est un astre qui va faire exploser les choses. L'objet d'Uranus, c'est émanciper, libérer quelque chose, et son mode opératoire, c'est souvent explosif, voire révolté. Donc, quand vous dites un événement soudain qui arrive sur le plan professionnel, on pourrait plutôt penser à, toujours dans ces maisons, quelque chose qui serait en rapport avec une position de naissance où il y a Uranus, qui fait que régulièrement la situation explose, vole en éclats et puis repart. Ou pourquoi pas, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le passage de cet astre dans une de ces maisons qui vient réveiller quelque chose, qui vient apporter un événement soudain auquel on ne s'attend pas et qui rebat les cartes pour qu'on s'émancipe de quelque chose. Avec Saturne tout à l'heure, on se sent limité, on est frustré, bloqué. Ça veut dire, si on le prend, vous voyez, ça c'est la démarche destin, on va dire. Je suis limité, je suis bloqué, je suis frustré, j'arrive pas à dépasser un plafond, il y a une autorité au-dessus de moi. Ça, Mhm. c'est le côté destin. Maintenant, le côté conscience de Saturne, c'est j'ai une responsabilité à prendre, mais ça, j'ai peur en fait, de l'assumer tout seul. Mhm. Il faut que je devienne souverain. En fait, pour quitter cette limitation, c'est en allant prendre ma responsabilité, en acceptant de devenir souverain dans un domaine, qu'on quitte cette limitation. Uranus, c'est une situation dans laquelle je me suis installé. Petit à petit, je me suis aliéné à quelque chose. Je suis un peu feignant, comme on l'est tous. J'ai pas envie trop de me bousculer. Bah, pan, tout d'un coup, on est bousculé, mais c'est pour nous libérer, en fait. C'est pour nous émanciper d'une situation. Vous voyez? Donc, limite, soudaineté, vie professionnelle sont des mots-clés qui vont nous référer à des éléments du thème et on peut commencer à les regarder, explorer, toujours en questionnant, hein, parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter à deux mots, mais de vraiment comprendre dans le fond ce que la personne traverse. Mhm. Ça va, Saïd? Oui, oui, c'est super intéressant. Merci beaucoup. J'espère que ça, en tout cas, ça pourra aussi aider des personnes, des auditeurs et des auditrices à mieux comprendre aussi. Il y avait une chose dont je voulais parler. Oui, c'était la maison 11, me semble-t-il. Il me semble que c'était en lien avec l'aspect du collectif, cet aspect de se sentir appartenir, d'avoir envie de développer des projets collectifs et je trouvais que c'était intéressant parce que finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, on est un peu, en quête de sens, mais surtout, on a envie de se sentir appartenir à une communauté, d'œuvrer en tout cas pour les gens qui œuvrent. Alors est-ce que vous pourriez nous en parler de cette maison? Ouais. Je dis ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ouais. Oui, bien sûr. Alors, je vais corriger un petit terme. Oui. Non, mais ce que vous avez dit, c'est pas faux, hein, c'est très juste. Mais c'est une toute petite précision dans la notion de se sentir appartenir. Mmh. C'est vrai qu'il y a dans la maison 11 quelque chose qui se réfère à l'intégration sociale, au D'accord. sens large, à la participation à la vie de la société au sens large. Se sentir appartenir, c'est quelque chose d'un peu plus intime, un peu plus fortement relié à une communauté ou des choses comme ça, qui peut relever d'autres maisons. Mais on va garder le terme on va le garder quand même. Et, mais juste, il y a pas dans la maison 11 la notion de se sentir appartenir si on n'intègre pas dedans quelque chose dans lequel on accepte une expérience impersonnelle où on ne cherche pas à être reconnu pour sa personne. Mmh. Bien C'est sûr. la différence que je fais. Donc, l'expérience de la maison, c'est vraiment
une expérience, donc si on regarde dans les déroulements des vies, on a passé la carrière, donc on n'a plus rien à prouver. Mmh. Dans le fondement de cette expérience, on peut la vivre tout au long de sa vie, même quand on est jeune. On la vit d'ailleurs tout au long de sa vie, même quand on est jeune. Mais si on veut vraiment la comprendre, il faut s'imaginer quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Il a fini sa carrière ou il est en fin de carrière et il a encore de l'énergie, il a beaucoup de savoir et il va participer à la vie de la société. Donc c'est souvent une maison qu'on va associer au bénévolat, aux associations, en fait, à une forme de participation à la vie sociale qui n'est plus sur le plan de la vie professionnelle où il y a une démarche économique, où il y a une démarche puissante sur le plan personnel avec une survie aussi derrière la vie professionnelle. Là, les choses sont plus à prouver, il n'y a plus de place à prendre, on est juste là pour l'autre ou pour la communauté. Cette notion-là, et cette notion-là qui va se rapporter à des notions de projets qui peuvent être collectifs, sociaux. Et puis il y a encore en fond quelque chose, c'est que c'est aussi une forme de rapport au public. C'est-à-dire que ma personne n'est pas importante en soi. Ce qui est important, c'est que je puisse apporter ma contribution publique. Donc c'est aussi pour des artistes, par exemple, la Maison 11, la maison qui va parler de leur rapport au public, de leur capacité, qualité, on pourrait dire, de présence au public, dans un public. Vous voyez? Mmh. Mmh. La Ouais. réponse? Ah oui, oui, j'adore, c'est vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Puis vous avez posé les mots justes pour expliquer, ce que ça représente. Merci beaucoup. Merci à vous. J'avais une dernière question. À la fin de l'ouvrage, vous parlez aussi des je ne sais pas si on va s'éterniser sur ce sujet, mais vous parlez des nœuds lunaires et moi, ma question, c'est de savoir, qu'est-ce que sont les nœuds lunaires? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, oui, je peux. Alors j'ai écrit un autre bouquin sur le sujet, je ne sais pas si vous le connaissez. Ah non, pas celui-là. Ok, bon, c'est le premier bouquin que j'ai écrit aux éditions du Lotus. D'accord. Là-dessus, le grand livre, c'est le deuxième. Et donc lui, il parle du chemin de vie. Et les nœuds lunaires, ils, en fait, vont construire la, la dynamique du chemin de vie de quelqu'un. Mmh. D'abord, je vais en parler un tout petit peu pour savoir à quoi ça correspond. Parce que c'est un mystère. Et c'est resté un mystère pour moi pendant très très longtemps de me dire, mais comment est-ce que des points qui sont non matériels peuvent avoir une importance aussi grande? J'ai remué ça dans ma tête sans réponse et j'ai eu un embryon de réponse il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi je dis c'est des points non matériels? Parce qu'en fait, les nœuds lunaires, ce sont des points d'intersection entre l'orbite de la Terre autour du Soleil et l'orbite de la Lune autour de la Terre. Les deux astres n'orbitent pas sur le même plan. S'ils orbitaient sur le même plan, ces points n'existeraient pas. Ils orbitent sur des plans qui se coupent. D'accord? Et donc, il y a deux points d'intersection, où un point où la Lune va passer en dessous du plan de la Terre, au-dessus du plan de l'écliptique, hein, où la Terre tourne autour du Soleil, et puis il y a un moment où elle va remonter. Et donc, c'est des points immatériels, et en astrologie, en fait, ça c'est vraiment une expérience profonde que j'ai faite répéter, répéter, répéter. Ça montre la dynamique du chemin de vie, avec d'un côté une dynamique où on a engrammé, on a une expérience de peur et d'angoisse très profonde, et de l'autre côté, un point qui va évoquer, en fait, ce qui peut nous rassurer et nous éloigner de cette angoisse profonde. Mais en même temps, le chemin de vie, l'évolution, ça consiste à traverser sa peur. Ça va vraiment aller dans l'acceptation d'un lieu, d'un espace, d'une expérience qui nous angoisse, mais vers laquelle on va accepter finalement d'aller en faisant un pas dans l'inconnu. C'est un peu l'expérience du pas dans le vide. Moi, pour moi, les nœuds lunaires et le chemin de vie, c'est extrêmement spirituel. C'est vraiment l'espace où j'accepte d'abandonner tout, de n'être rien et de m'ouvrir à 100% à une expérience qui, pour moi, était inimaginable, en fait, qui représentait la mort, le néant, etc. Et ben, en fait, comment est-ce que ces points qui ont une telle importance peuvent être aussi importants alors qu'ils n'ont rien de matériel. Et je ne sais plus comment j'ai eu ça. Si, je sais comment c'est venu. C'est venu en cours.
en cours en visio, quelqu'un qui me posait des questions là-dessus. Tout d'un coup, j'ai eu la vision d'une superposition de deux plans, où il y avait le plan du thème de naissance, qui était très inscrit dans la matière avec les astres, en quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus matériel, même si ça reste des fonctions énergétiques. Et puis, le plan des points non matériels, dont les nœuds lunaires, qui, en fait, fonctionnerait dans la démarche comme l'homéopathie. C'est-à-dire qu'il y a la trace de quelque chose à un endroit donné. Il y a l'information de quelque chose, d'un mouvement. Il y a l'information du mouvement à un endroit. Et l'information du mouvement, de ce croisement de la Lune et de la Terre, c'est en fait l'énergie qui va focaliser quelque chose en nous, qui va nous permettre de construire et de faire cette expérience. Vous voyez, c'est l'image analogique que j'ai eue, c'est bien, mais en fait, en homéopathie, on a le même sujet. On n'a plus on n'a plus d'informations chimiques et organiques, Oui. on a des informations énergétiques. Ah oui, ok, c'est possible. Alors, on peut imaginer la même chose. On peut imaginer que la Lune, quand elle croise le plan de la Terre, elle croise un espace où la Terre laisse une trace et où elle-même laisse une trace énergétique. Et c'est cette intersection qui est une information de l'intersection du mouvement de la Lune et de la Terre qui va inscrire en nous une force, une dynamique particulière. Oui. Oui. Bah, merci encore pour ces explications. Tristan, j'avais allez, dernière question, mais c'est plutôt libre à vous cette fois-ci. Est-ce que vous voudriez partager quelque chose aux auditeurs, aux auditrices sur cet ouvrage ou quelque chose qui, voilà, qui vous inspire? Je laisse part à votre créativité du moment. Ok, bah, je vais en fait peut-être dire ce que j'ai voulu transmettre dans ce livre. L'idée pour moi, c'était de donner des outils pour qu'on puisse appréhender et expérimenter l'astrologie, mais pas en s'enfermant dans des concepts un peu flous ou dans des structures traditionnelles un peu lourdes, mais plutôt en essayant de décortiquer les choses, les ramener à des concepts qui sont relativement simples et qui permettent de sortir d'une forme de confusion. C'est moi ce qui a été le plus difficile quand j'ai été en apprentissage astrologique pour moi, quand j'ai commencé vraiment à me plonger dans la matière, c'est de me rendre compte que on faisait dire à une chose et une autre la même chose. Tout à l'heure, quand vous m'avez donné des mots, soudain, limite, Oui. limite, j'aurais pu l'associer à d'autres choses, mais je suis allé sur un sujet parce que voilà, l'idée, c'était d'illustrer. En fait, il y a une habitude de confusion analogique assez forte. On va par exemple associer le signe des poissons avec la maison 12 et avec Neptune. Et on va être capable de parler des mêmes mots, utiliser les mêmes mots pour caractériser les trois. Ce qui fait que ça devient très très difficile de pouvoir construire une interprétation quand tout est dans tout et que tout se vaut. Voilà. Donc, pour moi, l'objet du livre, c'était de transmettre le travail que j'ai fait pour arriver à mettre du discernement dans les choses, à ne plus confondre, par exemple, le signe de la Vierge et de la maison 6. Par exemple, en cours, j'entends ça tout le temps. Quelqu'un qui me dit la Vierge, c'est le service. Et je dis non, j'ai deux enfants qui sont vierges, je peux t'assurer que ce pas ceux qui étaient le plus serviables. Ce n'est pas le sujet. Mais le service, c'est une expérience. C'est un champ d'expérience. C'est celui de la maison 6. Champ d'expérience de la maison 6, où là, on est réellement dans un champ d'expérience de service aux autres, d'emploi du temps, de son emploi de temps personnel pour produire un bien ou un service à l'usage des autres. Ça, oui. Mais c'est la sixième maison. Et la Vierge, c'est le sixième signe. Et donc, il y a ces associations qui sont récurrentes, permanentes, qui ont été beaucoup transmises, je pense, dans des formes d'apprentissage de l'astrologie, de confusion analogique assez forte, et qu'on est souvent perdu. Donc, c'est un des points, moi, que j'ai voulu transmettre dans ce livre, c'est donner des outils pour qu'on puisse apprendre à discerner les choses, les décortiquer un peu, sortir les choses essentielles pour plus être dans les confusions analogiques.
et donc pouvoir reconstruire une interprétation qui va être, que l'on va pouvoir construire, en fait. Parce que quand il y a trop d'analogies, on ne peut plus construire. Vous Mhm. voyez Oui. ce que je veux dire? Merci beaucoup Tristan pour ce partage. Et bien sûr, je remontre donc à la caméra. Pour les personnes qui souhaitent, il est disponible, hein, il est disponible dans toutes les librairies, que ce soit en physique ou en ligne. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, en tout cas, il y a des belles illustrations aussi dedans. Donc voilà, je vous invite à découvrir l'ouvrage, le dernier ouvrage de Tristan. Et Tristan, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui souhaitent en savoir plus? Alors, je donne régulièrement des cours en ligne. Je vais sans doute proposer des stages, sans doute c'est quasiment sûr, au printemps, où l'idée ce sera de mettre en pratique un petit peu ce que j'ai transmis dans le livre. Donc, je ne vais pas refaire un stage purement théorique, mais plutôt des stages où, si vous avez abordé le livre, ben, on va maintenant rentrer dans la matière et on va jouer et on va s'exercer pour essayer de comprendre les choses. Donc ça, ils se feront certainement dans le sud-est, là où j'habite. Voilà, j'ai trouvé un hébergeur qui est pas loin et moi j'ai une salle qui est une belle salle où je peux accueillir 15-20 personnes. Donc ça, c'est faisable comme ça. Et sinon, on peut me retrouver sur mon site qui est astrologie-autrement.com. J'écris régulièrement, tous les 15 jours des lunaisons. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de matière sur mon site. Donc c'est aussi un point de rencontre. Très bien. Eh bien, on n'hésitera pas, en tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. On sera ravis de lire vos messages. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. À bientôt. Au revoir, Tristan. Merci beaucoup, Evelyne. À bientôt et à bientôt à ta communauté. Au revoir.